Alors aujourd'hui avec Geneviève Azam, Geneviève est économiste universitaire à l'Université du Mirail, ou tout au moins était à l'Université du Mirail, Geneviève, parce que en retraite depuis 15 jours, hein, je crois, c'est ça. Mais bon, retraite amplement méritée, et à mon avis, qui va être encore hyperactive. Geneviève est également aussi vice-présidente du comité scientifique de ACTAC, et puis, ou présidente, c'est ça, du coup, et porte-parole d'ATTAC, un des 5 porte-paroles de ATTAC. Alors Geneviève a publié plusieurs livres. Je vous recommande vraiment celui-ci, qui s'appelle Le temps du monde fini, qui a été publié en 2010 et qui est sur les limites physiques et le capitalisme, et même, c'est le tout-titre, vers l'après-capitalisme. Et puis, il y a eu plusieurs publications, mais qui ont été des publications collectives. Et puis, il y a un livre qui vient de sortir, en avril 2015, donc c'est tout récent, et dont le titre est « Osons rester humains ». Et il y a un sous-titre qui est « Les impasses de la toute-puissance ». Mais Geneviève Azam dit dans son livre, ou dans une interview qu'elle a fait récemment dans la très bonne émission Terre à Terre de Ruth Legacy, c'est un livre sur la fragilité. Peut-être pour commencer, Geneviève, tu pourrais nous indiquer pourquoi la fragilité? Parce qu'on est quand même dans l'ère de la toute-puissance, de la croissance, de ce qui se développe, etc. Et la fragilité, c'est quelque chose qui est souvent considéré comme négatif, ou tout au moins en retrait par rapport à cette surpuissance. Merci Thierry, merci à vous tous d'être venus par cette journée très chaude. Bon, pour ce qui est et merci au Festival de Thau pour cette organisation de séminaires, de rencontres, puisque je pense que ça fait partie aussi de la problématique de mon livre. Nous avons aujourd'hui absolument besoin de développer ces lieux où nous pouvons échanger, confronter, parce que je pense que nous sommes tous un petit peu désorientés par rapport à tout ce qui se passe dans nos sociétés. Nous vivons en effet ce qu'on appelle parfois une convergence des crises. Moi, je ne parle pas seulement d'une convergence des crises, je crois qu'il s'agit d'un véritable effondrement. Il y a l'effondrement d'un monde auquel nous avions pu croire, et je l'espère, la naissance de mondes nouveaux aussi, qui sont en construction et qui se cherchent. J'emploie pas le terme de crise parce que ce que nous vivons maintenant dure depuis plus de 40 ans. Et par définition, une crise, c'est quelque chose qui est assez bref, qui fait que nous étions avant dans une situation normale, il y a la crise, et une fois la crise passée, on retrouve la situation antérieure. Or là, nous savons aujourd'hui que nous ne retrouverons pas la situation antérieure parce que nos sociétés, la planète, la Terre, vivent aujourd'hui des situations d'irréversibilité et que nous devons apprendre à penser collectivement par rapport à ces irréversibilités. Et c'est ça, on verra, qui engage pour moi cette idée de fragilité. Alors qu'est-ce que j'entends par irréversibilité? Je crois que nous prenons conscience tous collectivement de la fragilité des écosystèmes. Nous sommes aujourd'hui devant le changement climatique, dans un changement climatique, pas seulement, puisque même si je vais beaucoup centrer là-dessus, dans la perspective de la conférence sur le climat à Paris en décembre 2015, mais il y a aussi la crise de la biodiversité, qui est également une crise, ou en tout cas une catastrophe, je dirais, extrêmement grave. Donc nous prenons conscience. Et ce n'est pas simplement théorique. Nous commençons à le vivre concrètement. Nous ressentons aujourd'hui, très concrètement, physiquement, que les écosystèmes dans lesquels nos sociétés sont installées, eh bien ces écosystèmes sont fragilisés, certains détruits, et détruits de manière irréversible. Et nous prenons conscience qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas négocier. En effet, concernant le changement climatique,
notre supposée toute-puissance est mise à l'épreuve parce que nous ne pouvons pas arrêter le changement climatique que nous avons déclenché. Nous pouvons le freiner, nous pouvons trouver les moyens de nous y adapter, nous pouvons tout faire pour ne pas l'aggraver, mais nous ne pouvons pas négocier avec le carbone qui a été émis dans l'atmosphère pour diminuer la durée de vie du carbone. C'est innégociable. Or, nous avons été éduqués dans une sorte de toute-puissance qui fait que les humains avaient une espèce de toute-puissance sur la Terre, étaient maîtres et possesseurs et pouvaient décider ainsi de l'avenir, de leur avenir et de celui de la planète. Donc déjà une crise de la toute-puissance qui nous vient de la prise de conscience de la fragilité des écosystèmes. Fragilité des sociétés. Nous voyons bien que nous vivons dans des sociétés extrêmement fragiles et fragilisées par le fait que les personnes, depuis 30-40 ans, sont strictement renvoyées à elles-mêmes et que nous sommes dans des sociétés qui, depuis 30-40 ans, ça s'appelle le néolibéralisme, dont Suzanne nous a déjà parlé hier, qui s'est appliqué depuis 30 ans à détruire de manière systématique toutes les barrières protectrices, tout ce qui pouvait permettre aux humains de vivre collectivement. Et nous prenons conscience que nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Ça fait partie même de la condition humaine, ça fait partie de l'histoire humaine. Bon, j'ai tout un paragraphe là-dessus sur ce qu'on appelle la néothénie. Les humains naissent totalement incomplets, imparfaits. Nous ne sommes pas finis quand nous naissons, y compris notre organisme n'est pas fini, et nous avons besoin des autres. Et fragilité, évidemment, donc fragilité des sociétés, fragilité des individus, fragilité des écosystèmes. Donc tu dis qu'il faut en fait accepter cette fragilité, et que cette fragilité, il ne faut plus la voir comme une faiblesse, il faut la voir comme finalement quelque chose qui nous remet, nous humains mal finis en plus à la naissance, dans une sorte de modestie par rapport à l'ensemble de la nature qui est autour notamment. Et tu as dans ton livre, je dirais, un éclairage qui est très intéressant, je trouve, sur cette notion de nature. Tu dis qu'en ce moment, on est en train de confondre finalement les sociétés et la nature, l'humain et la nature, tout est en train de se mélanger, et ta réflexion est de dire non, la nature est extérieure à l'homme. Est-ce que cette notion qui est un petit peu difficile, il serait possible de la développer un tout petit peu? Parce qu'elle n'est pas simple, elle nous heurte un petit peu face justement à l'appréhension qu'on a de la nature, qui est, comme tu l'as rappelé, nous, maîtres et possesseurs. Bon, effectivement, et c'est quand même le propos peut-être central de mon livre, c'est que je pense que la crise que nous vivons, ou la catastrophe civilisationnelle que nous vivons, une des voies pour la penser, c'est de repenser les rapports que les humains et les sociétés ont eus avec la nature. Parce que la crise écologique, pour moi, cette déstructuration de tout cet habitat qui rend les sociétés possibles, qui a rendu les sociétés possibles, pour moi c'est quand même une catastrophe majeure que nous devons penser, parce que nous sommes confrontés au fait aujourd'hui que l'humanité ne va plus de soi. Nous sommes les premières générations, les premières, à savoir que l'humanité ne va plus de soi, que peut-être un jour l'humanité, et la vie en général, pas seulement la vie humaine, ne sera plus possible sur la planète. Et ça, c'est un défi à la pensée qui est absolument gigantesque. Alors, je disais, donc, nous devons repenser le rapport à la nature. Dans la tradition occidentale, nous avons pensé les humains totalement extérieurs à la nature. C'est nous qui sommes en extériorité, et la nature est un objet que nous pouvons maîtriser, rationaliser, dominer, piloter, etc. etc. L'humanité s'est conçue comme extérieure, voire même dans toute la tradition progressiste, c'est justement l'arrachement à la nature qui a été symbole de progrès. Tout ce qui était considéré comme trop proche de la nature était au contraire loin de la civilisation. La civilisation s'est construite contre la nature, par arrachement à la nature, par rupture des liens avec la nature.
Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le dualisme. D'un côté, les sociétés, de l'autre côté, la nature et les humains qui ont cette nature à leur disposition, dont ils peuvent disposer autant qu'ils le souhaitent, et qu'ils considèrent comme un objet mort, finalement, non pas comme quelque chose qui est vivant. Ça, c'est toute notre tradition depuis 4 siècles, et à mon sens, c'est une des raisons des crises dans lesquelles nous sommes. Parce que ce que nous avons vu peut-être trop tard, c'est que cette idée de domination de la nature s'est accompagnée partout, je pourrais y revenir, je donne quelques exemples, de la domination des humains. Pourquoi? Parce que les humains font partie de la nature. De fait, même si dans nos représentations, nous sommes posés comme complètement extérieurs, en fait, nous faisons partie aussi de la nature. Et donc, cette domination de la nature s'est accompagnée et a légitimé la domination d'humains, justement ceux qui étaient les plus proches de la nature, les esclaves, les noirs, enfin les gens de couleur, les femmes, etc., supposés être très proches de la nature. Là, aujourd'hui, nous savons que nous devons déconstruire cette manière de voir. Mais il y a 2 façons de la déconstruire. Là, je vais répondre précisément à ta question. Je m'excuse, je fais des petits détours, mais ce n'est pas très simple, effectivement. Il y a 2 manières de déconstruire ça. Il y a une première manière qui consiste à dire, effectivement, cette coupure entre nature et société a été catastrophique. Et finalement, pour nous sortir de ce problème-là, considérons que la nature n'existe pas. La nature est une pure construction sociale, la nature est une pure construction intellectuelle. La nature n'existe pas en tant que telle, elle est partout artificialisée. Il n'y a plus rien de naturel. Tout porte la marque de l'expérience humaine, de l'activité humaine, donc la nature n'existe pas. Et on ne peut pas distinguer ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de l'artifice. Et cette manière de voir engendre aujourd'hui un retour de la toute-puissance. Parce que si la nature n'existe pas en tant que telle, si tout est création humaine finalement, si la nature n'est qu'une construction sociale, une construction symbolique, ça veut dire qu'elle est une construction par les humains, eh bien cela veut dire aussi qu'on peut reconstruire la nature. Et donc on a aujourd'hui, face aux crises que nous avons, une tentative très forte de se dire on ne va pas arriver à résoudre la crise climatique, on ne va pas arriver à résoudre la crise de la biodiversité. Ce sont des défis beaucoup trop immenses par rapport à l'échelle humaine. Les humains ne peuvent pas arriver à penser cela et à véritablement se mettre d'accord. Et donc aujourd'hui, nous avons en plus les moyens techniques de recréer la nature, de pallier les faiblesses de la nature. Cette nature qui n'est pas exactement ce qu'il nous faut parce qu'elle ne nous permet pas de poursuivre notre expansion infinie, etc., elle a ses propres faiblesses, mais plutôt que de considérer ces faiblesses comme des limites, il s'agit de transgresser ces limites en recréant une seconde nature technique qui ne ferait que prolonger. Et c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, la bio-ingénierie, etc. Peut-être le mot géo-ingénierie, tu peux développer un tout petit peu, parce que c'est un mot un petit peu compliqué, peut-être dans l'optique d'ailleurs du changement climatique. Alors la géo-ingénierie, ce sont plusieurs techniques possibles qui visent à modifier de manière globale le système Terre. Je vais prendre un exemple. Dans la mesure où nous n'arrivons pas à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, en particulier de carbone, eh bien, puisque nous n'arrivons pas à diminuer les émissions, avec la géo-ingénierie, il y a l'espoir qu'on va trouver des moyens de capter le carbone et de le séquestrer. Et donc, si vous voulez, la technique est aujourd'hui pensée comme un substitut à l'action humaine. Face à l'impossibilité de se mettre d'accord au niveau international sur une diminution, une véritable diminution des émissions de gaz à effet de serre, il y a cette promesse qui, pour moi, est plutôt un cauchemar, mais il y a cette promesse. Il y a par exemple l'idée aussi de lancer dans l'atmosphère, de modifier l'atmosphère, de lancer dans l'atmosphère des particules, en particulier de soufre,
qui ont comme propriété de pouvoir réfléchir le rayonnement solaire, de manière à refroidir. C'est-à-dire, l'idée, c'est de refroidir la planète, non pas en changeant nos manières de produire, de consommer, etc., mais en utilisant des technologies qui existent, qui sont déjà très avancées, qui permettraient de refroidir la planète. Ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que la pollution fait le même effet. Absolument. C'est-à-dire qu'on a autour de l'Asie ce qu'on appelle une sorte de nuage brun, qui est un nuage de pollution qui vient de l'ensemble de la combustion, notamment du charbon. Et ce nuage brun, avec ses particules, a un effet formidable, c'est qu'il va ralentir le rayonnement solaire sur le sol. Et la grande difficulté à ce moment-là est donc diminuer l'augmentation de température. Mais si on enlève la pollution, on augmente le réchauffement climatique. On est là dans une espèce de cercle vicieux et de nasse dans lequel finalement on se met en péril. Est-ce que c'est le dernier avatar du scientisme, oui, du positivisme, on peut dire ça en quelque sorte? Oui, je pense que c'est le dernier avatar de l'homme prométhéen qui justement maintenant prétend pouvoir piloter la planète et piloter la température sur la planète, contrôler le thermomètre. C'est ça le sujet. Et par rapport à ce que tu disais, on envisage aussi dans la géoingénierie de fabriquer des sortes de volcans artificiels qui justement lanceraient ces particules, qui feraient un voile autour de la planète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les écosystèmes dans lesquels nous vivons sont tous complètement dépendants les uns des autres, et dès lors qu'on agit de la sorte sur un point du globe, ça a des effets sur l'ensemble du globe, parce que c'est déjà utilisé, certaines de ces techniques. Ceci dit, il y a un moratoire des Nations Unies sur la géoingénierie. Jusqu'ici, ça ne peut pas être utilisé, ces techniques-là, de manière large, mais il y a des pressions très très fortes pour que ce moratoire soit supprimé. Alors, ça c'est la première façon de voir la nature, mais la seconde dont tu parlais tout à l'heure. Enfin, donc ça c'est c'est un retour de la toute-puissance, face à la crise de la toute-puissance, qui fait que nous sommes un petit peu perturbés aujourd'hui. Donc certains envisagent un surcroît de toute-puissance. Bon, alors l'autre manière de voir, c'est de ne pas considérer la fragilité dont j'ai parlé comme un manque, comme un handicap, mais de la considérer au contraire comme un point d'appui pour repenser la manière dont nous vivons. Et par rapport à l'extériorité dont on parlait tout à l'heure, je ne suis pas allé tout à fait au bout du raisonnement. Je pense qu'aujourd'hui, donc beaucoup de courants de pensée, de penseurs ambitionnent de fusionner la nature et la société en disant le vieux dualisme nous a mis dans une catastrophe. Mais je ne partage pas cela. Pourquoi ? Parce que nous devons, de mon point de vue, considérer que la nature a une certaine extériorité par rapport aux activités humaines. Tout simplement parce qu'il y a des choses de la nature sur lesquelles nous ne pouvons pas agir. Et non seulement nous ne pouvons pas agir, mais nous ne devons pas agir. Il y a une asymétrie entre les sociétés et la nature. Nous, humains, nous sommes dans la nature. Nous sommes des êtres de nature, des êtres sociaux, des êtres culturels, mais aussi des êtres de nature. Et nous ne pouvons pas nier la part naturelle de la condition humaine. En revanche, nous sommes dans la nature, mais la nature a une certaine extériorité par rapport aux sociétés humaines. Et donc il y a asymétrie entre les deux. Est-ce que cette extériorité dont tu parles, c'est finalement le fait aussi que la nature a des lois physiques, et des lois physiques qui sont intangibles, et que quelque part on est en train d'oublier par exemple les principes de thermodynamique et un certain nombre de limites physiques. Est-ce qu'il ne faut pas réintroduire justement un peu de physique aussi, à la fois dans le politique et dans l'économique, sur les limites? C'est sans doute ce qui peut être intéressant dans ce que nous vivons, c'est que nous avons, en particulier, moi je suis économiste, l'économie s'est construite comme science, justement de manière totalement indépendante par rapport justement aux sciences physiques et à considérer le système économique indépendamment des écosystèmes, complètement indépendamment.
Et précisément toutes ces crises ou ces catastrophes que nous vivons nous obligent à repenser la matérialité de la vie, la matérialité des sociétés, la matérialité de la production. Il y a une illusion très forte dans l'immatériel. Et ça, bon, nous en avons un peu discuté dans un séminaire que nous avons eu, y compris tous les systèmes Internet, etc., sont des systèmes qui sont matériellement très lourds, très consommateurs aussi de matière. Donc on redécouvre aujourd'hui qu'on a essayé de s'arracher à la nature, de s'arracher à la matière, et qu'aujourd'hui nous sommes à nouveau confrontés à cette question-là. Et ça, cette question-là, on ne doit pas l'éviter. Donc, si on te comprend bien, il y a toute une série de gens, de plus en plus d'entreprises, etc., qui disent on peut encore apporter des réponses hyper techniques à notre problème, à notre problème sur la nature. Mais tu décris dans ton livre quelque chose qui est encore plus effrayant, presque, c'est l'hypertechnique sur l'homme. C'est-à-dire que si l'homme ne peut pas s'adapter à la nature, changeons l'homme. Absolument. Changeons l'homme, et à ce moment-là, on va fabriquer ce qu'on appelle des cyborgs, c'est-à-dire finalement des espèces de mi-humains, mi-robots, avec un certain nombre de prothèses éventuelles qui nous permettront finalement, la nature ayant changé, de pouvoir vivre. Alors est-ce que ça sera encore vivre, ça je ne sais pas, mais en tout cas survivre dans cette nouvelle nature. Oui, parce que là il y a aussi une dévalorisation de l'expérience humaine, c'est-à-dire que autant la planète donc doit être dirigée, manipulée, etc., mais les humains aussi, l'intelligence humaine est considérée comme défaillante. Nous ne sommes pas capables, et c'est vrai, d'imaginer les conséquences de nos actions. Et ça, c'est terrible. Ça, il y a plusieurs penseurs qui l'avaient développé. Je pense à Gunther Anders en particulier, ce qu'il appelle la honte prométhéenne, c'est-à-dire nous enclenchons des processus dont nous ne maîtrisons pas les conséquences. Alors que dans la tradition des Lumières, nous avons été élevés, éduqués dans l'idée que nous maîtrisions nos actes. Aujourd'hui, nous prenons conscience que nous ne maîtrisons pas les conséquences de nos actes. Et c'est ce qu'on peut appeler cette sorte de honte prométhéenne. Et donc, face à cela, il y a une tentation forte d'augmenter l'intelligence humaine, de modifier également la nature humaine, disons, pour lui permettre de se confronter aux défis, de pouvoir se confronter aux défis qui sont devant elle. Et là, bon, c'est toutes les questions d'humanité augmentée. Ça, c'est la face, je dirais, émergée de l'iceberg, mais il y a des processus assez insidieux aujourd'hui qui tendent à faire de la vie une expérience économique. Il s'agit d'optimiser la vie, d'améliorer la vie, de la rendre plus efficiente, de nous rendre plus efficients, mais la vie en général, c'est ce que j'appelle là l'économie cyborg, l'économie de la vie, et y compris notre propre reproduction. Alors, et là, une question tout de suite, c'est que, on a maintenant le développement, disons, de l'homme augmenté, mais comment résoudre la contradiction entre les aspects positifs et négatifs de l'augmentation de ça? Autrement dit, par exemple, on est en train de développer ce qu'on appelle les exosquelettes. L'exosquelette, on peut imaginer qu'il y ait une version extrêmement négative de ça, améliorer le soldat, le fantassin, la résistance humaine, etc., etc. Mais tu as aussi, évidemment, le versant positif qui est peut-être de faire en sorte que des gens qui soient paralytiques puissent marcher avec ces exosquelettes, par exemple. Comment résoudre cette question-là, où on retrouve une fois de plus dans la technique à la fois évidemment l'effrayant et le merveilleux? Bon, je pense que la frontière est très difficile. Je prends un exemple, c'est sur la santé. Alors, la santé, je prends des pincettes un petit peu pour parler de la santé, parce que la santé est aujourd'hui utilisée pour légitimer toutes les techniques mortifères. Rappelez-vous le débat sur les OGM.
On ne pouvait pas avoir le débat sur les OGM parce que les OGM, justement, peuvent être utilisés de manière positive. Et donc, on ne pouvait pas avoir le débat sur les OGM. Donc, je crois qu'on ne peut pas poser la question en termes de positif-négatif. Et la question de la santé, je crois que dans notre société, la société dans laquelle nous sommes, la seule promesse qui est donnée aujourd'hui aux gens, c'est une sorte de meilleure santé, une espérance de vie qui augmente, voire à l'infini, voire la maîtrise de la mort. Le capitalisme aujourd'hui n'a plus beaucoup de promesses, c'est beaucoup de menaces au contraire. Et la promesse suprême, c'est vous allez avoir une santé parfaite grâce aux nouvelles technologies, à ces technologies, pouvant aller jusque, encore une fois, au recul toujours plus important de l'âge de la mort. Écoutez les radios, il y a des tas d'émissions là-dessus, sur santé parfaite. Et la médecine elle-même est en train de se modifier. Elle est en train de passer d'une médecine réparatrice, c'est ce dont tu parles, c'est-à-dire qui soulage, qui ne soigne pas seulement, qui soulage aussi, à une médecine qui augmente la possibilité. Et la frontière n'est pas toujours très simple à établir, mais c'est quand même, je pense que nous devons nous méfier. Je prends un exemple sur ce qu'on appelle la médecine prédictive, qui se développe considérablement aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, on peut se faire une carte génétique qui coûtait très cher il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, pour quelques milliers d'euros, 1000 euros, je ne sais plus, 1000 $, on peut avoir sa propre carte génétique, à partir de laquelle on va déterminer et les risques et les génétiques de la descendance aussi, les maladies potentielles. Donc se développe la médecine prédictive qui fait qu'on va anticiper les maladies à venir. Bon, c'est une vision de la vie, de la santé parfaite, c'est le refus, je pense. C'est le refus d'une certaine finitude. Et là, bon, je sais que c'est un terrain qui est extrêmement compliqué. Je pense que dès lors qu'on dit qu'il y a une certaine extériorité de la nature, c'est aussi une extériorité par rapport à nous. C'est-à-dire que nous naissons et nous mourons. Que la naissance et la mort ne peut pas être conçue uniquement comme un plan de fabrication humaine. Ça ne peut pas être dans la planification humaine, c'est pas de la production au sens de la production d'objets. Et aujourd'hui, il y a un refus vis-à-vis de ça. Dans beaucoup de textes, y compris de la Commission européenne, la mort, il y a un texte qui s'appelle Bioéconomie à l'horizon 2050, la mort est considérée comme une maladie. Et comme une maladie honteuse, dont il faudrait aujourd'hui, qu'il faudrait reculer au maximum jusqu'à s'en débarrasser. Et ce qui est terrible, c'est que ça fonctionne comme une promesse, ça, aujourd'hui. Quasiment la seule promesse qui est donnée. Quelle est la promesse qu'on nous donne, à part celle-ci? Partout, c'est l'austérité, c'est les difficultés, c'est les régressions sociales et tout. Ah, mais attention, vous allez vivre plus longtemps. Attention, il y a possibilité de santé parfaite parce que, avec le patrimoine génétique, on va pouvoir anticiper toutes les maladies, voire les supprimer. Voire, on va pouvoir décider de sa descendance, c'est déjà le cas. Pouvoir choisir sa descendance. Et donc, on va pouvoir améliorer, y compris l'évolution. Et là aussi, il y a des textes absolument terrifiants sur le fait que l'évolution est laissée au hasard. Il est impensable de laisser l'évolution au hasard. L'évolution doit être maîtrisée, elle doit être perfectionnée pour justement faire face. Ça va très loin parce qu'il y a un chapitre qui est très, comment dire, sur lequel on sent que tu as tourné à peu près 10 fois ta plume dans l'encrier avant de l'écrire. C'est un chapitre sur le féminisme. C'est un chapitre sur la naissance, où tu dis qu'il y a un courant féministe en ce moment qui est en train, en quelque sorte, de dire la naissance, finalement, c'est quelque chose d'un peu dégoûtant. C'est le terme que tu as employé dans l'émission de Ruth Segassi, parce que tout ça, c'est pas très joli. Il y a des flux, il y a du sang, etc. Et donc, il faut le techniciser, il faut éventuellement développer des utérus artificiels.
Et donc on serait à ce moment-là au bout du féminisme. Et toi tu dis, et alors avec beaucoup de précautions, mais tu dis quand même, je pense finalement qu'entre masculin et féminin, on doit maintenir une frontière. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette chose dont j'ai senti qu'elle était très délicate et difficile finalement dans le propos, pour quelqu'un qui, comme toi, est évidemment très engagé aussi dans le féminisme? Bon, c'est vrai que c'est le chapitre qui m'a fait le plus suer, je peux dire, mais c'est pour moi une part fondamentale du livre. Tout à l'heure, quand je disais qu'on vivait un moment d'une déconstruction de cette fameuse dualité entre société et nature, il y a aussi une déconstruction de la dualité entre masculin et féminin. Et certains courants féministes disent aujourd'hui, enfin, nous allons pouvoir nous débarrasser de cette nature qui a été la légitimation de notre domination. Assumons que nous sommes des êtres complètement d'artifice, que débarrassons-nous de la condition biologique, débarrassons-nous définitivement, parce que c'est la condition de notre émancipation. Et il y a l'idée qu'il n'y a plus de masculin et de féminin, que précisément cette construction entre masculin et féminin a été à la source de la domination masculine par rapport aux femmes, et que donc débarrassons-nous de ces dualités, affirmons au contraire donc que nous sommes des êtres d'artifice, et à partir de là, débarrassons-nous aussi de la procréation. Puisque la procréation, justement, c'est vrai, a pendant des siècles enfermé les femmes dans un rôle purement de gestatrice. Et pour se débarrasser de cela, la perspective de l'utérus artificiel et de toutes les possibilités de procréation hors de son propre corps sont vécues par certains courants féministes comme possibilité de libération. Et ça, c'est vrai que cela m'inquiète, parce que ça alimente totalement, pour moi, c'est vraiment un rêve de toute puissance. C'est véritablement contrôler ce qui nous échappe. On est dans un monde dans lequel on ne supporte pas qu'il puisse y avoir quelque chose qui nous échappe radicalement. Or, précisément, ce phénomène de la naissance, celui de la mort aussi, nous échappe. Et c'est ça qui donne du sens à la vie. C'est le fait que ça nous échappe, et donc nous avons créé des cultures, des représentations, des œuvres d'art, tout ce qu'on veut, par rapport à cette extériorité qui nous échappe totalement. C'est ça qui a fait la créativité humaine, précisément, parce que ça nous échappe, et nous avons tenté d'en faire quelque chose. Et je pense que c'est la source de l'imagination humaine. Et on est en train de vouloir remplacer cela par un procédé technique. J'appelle ça, on remplace la matrice naturelle par une matrice technique. Et ça va très vite. Ça va très vite. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que j'ai eu beaucoup de débats avec des féministes à propos de ce livre. Bon, d'ailleurs, j'ai été étonnée, je craignais que ça suscite de l'opposition. En fait, non. Parce que je pense qu'il y a une maturation aussi. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine reproductrice, tout ce qui est de l'ordre de la PMA en particulier, on se rend compte qu'aujourd'hui la procréation médicale assistée sert majoritairement non pas pour soigner des couples stériles qui, et ça je le reconnais totalement, dans la mesure où les soins existent, ont un droit à l'accès à des soins, puisqu'ils existent. En fait, la PMA sert beaucoup moins à cela qu'à de la prévision par rapport à la naissance. Puisque très vite, on va décréter la stérilité, puisque c'est de l'aide à la stérilité par rapport à des couples qui, à un moment donné, sont stériles. Très vite, on va décréter la stérilité si on n'a pas l'enfance avec le zéro délai. C'est le principe japonais, de zéro délai, zéro défaut. Donc, zéro délai, ça veut dire je décide que je veux un enfant, mais il faut que ça vienne 3 mois après. Si c'est pas 3 mois après, hop, on enclenche un processus
de aide à la procréation médicale. Et ça va très loin, puisque c'est ce processus-là qui consiste bien souvent à activer la production d'ovules, etc., est lié totalement à la médecine régénérative. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui encore, mais ça peut changer, pour arriver à produire du tissu humain, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des cellules souches. Ces cellules souches se trouvent dans les embryons. Et donc, tous ces embryons qui sont conçus dans le cadre de la procréation médicale assistée, leur devenir, pour la plupart, c'est la médecine régénérative. Et donc, il y a aujourd'hui un lien très fort, ce que j'appelle l'économie de la vie, l'économie de la reproduction, un lien très fort entre la soi-disant ce droit à l'enfant, dont je pourrais reparler, qui pour moi est un véritable scandale de parler de droit à l'enfant. Mais on pourra en reparler, c'est apparu dans les manifestations qu'on a entendues, le droit à l'enfant. Donc, cette médecine, au nom du droit à l'enfant, avec la procréation médicale assistée, c'est la matière première, je dirais, de la médecine régénérative à partir des cellules souches des embryons. Bon, et ça, je pense que nous avons à le prendre en compte parce que, bien souvent, cette transformation de l'humain se fait au nom de la liberté des humains, au nom de plus de liberté, etc. Pourquoi je dis que le droit à l'enfant est un véritable scandale ? Ce livre, je l'ai écrit pendant les manifestations de Manif pour tous. Bon, vous imaginez bien que je ne soutenais absolument pas les manifs pour tous. Je suis favorable au mariage homosexuel, etc., même si c'est pas... Bon, bref, c'est pas le sujet ici. Mais il y avait en face la revendication de, après tout, on a droit à l'enfant. Et ça aussi, c'est un glissement qui est, à mon sens, extrêmement dangereux. Je peux avoir droit à des soins, j'ai droit à un logement, j'ai droit à l'éducation. Ce sont des outils, ce sont des moyens qui me permettent de vivre en société, d'accès à la dignité. Un enfant n'est pas un moyen. Un enfant contient en lui-même sa propre finalité. Et je dirais même, l'enfant, il n'appartient pas aux parents. Et le droit à l'enfant, c'est une prise de possession sur les enfants que je trouve mais absolument terrible. Et bon, bien sûr, il y a le droit de l'enfant, mais pour moi, ça va plus loin. C'est une prise de possession sur l'enfant, alors que par ailleurs, on prône l'autonomie de l'enfant, etc., etc. Le droit à l'enfant, c'est l'enfant qui devient l'objet, l'outil d'un couple, quel qu'il soit, hétérosexuel, homosexuel, peu importe. Et donc là, tu dis, on est maintenant sur une économie du vivant. Tout s'économise au sens où l'économie devient maîtresse de tout, et une maîtresse relativement perverse en plus. Et tu as quelques passages qui sont assez durs sur l'économie verte, sur la croissance verte. On va avoir une loi de transition énergétique et de croissance verte, qui est le grand mot, qui est un grand mot à la mode. Ton propos est de dire on ne peut pas tout renvoyer à l'économie, y compris même en calculant les coûts et les bénéfices. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette notion ? Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous disent, bon, mais à partir du moment où on va compter dans les coûts ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, mettre un prix au carbone, etc., finalement, on peut faire une comptabilité et à ce moment-là, tout va bien. Tu dis très clairement dans ton livre, et là, c'est quand même une parole un peu forte, l'économie verte et la réparation des monstres. C'est des monstres qu'on a générés par ailleurs, bien entendu. Comment faire alors ? Qu'est-ce qu'il faut, si on ne peut pas faire la comptabilisation économique coût-bénéfice, quelles autres méthodes éventuelles, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait une prise de décision sur des projets ? Bon, c'est vrai que je parle de l'économie verte, mais aussi bleue, sur la mer, et j'en dirais peut-être un mot, silver, parce que maintenant on parle de l'économie silver, c'est l'économie des personnes âgées.
Hein, c'est la silver economy. Et c'est un terrain extraordinaire, la silver economy, pour justement la mise en place des cyborgs. Au nom de, soi-disant, l'autonomie des personnes âgées, le problème de la dépendance, tout un tas de machines, qui fait qu'ils n'ont plus besoin d'accompagnement humain, puisqu'ils sont pilotés, je dirais, hein, par les machines, et ils peuvent rester chez eux. Bon, bref, il y a toute une silver economy qui se développe considérablement. Alors, l'économie verte, c'est très intéressant ce que tu as dit, Thierry. C'est-à-dire, il y a des externalités. Quand on produit en même temps des pollutions. On détruit des écosystèmes, etc. Les économistes appellent ça les externalités. Et je vous disais, on ne supporte pas l'extérieur, on ne supporte pas qu'il y ait un extérieur à nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, dans la théorie économique, dans l'économie concrète, on tend à internaliser la nature. Et la nature tend à devenir, comment dire, un capital naturel, c'est comme ça que ça s'appelle en économie, au même titre que toutes les autres formes de capital. La nature est un capital naturel qui, pour être bien géré, doit être intégré au circuit de l'économie. Les économistes vont expliquer la crise écologique par le fait, justement, que comme la nature n'est pas intégrée au circuit de l'économie, elle est fatalement mal gérée. Et que pour bien la gérer, pour éviter les pollutions, etc., on doit internaliser. Cela veut dire qu'on doit donner un prix. Parce que c'est en donnant un prix qu'on va donner un prix et déterminer les propriétaires aussi. Hein, parce que le prix suppose des propriétaires. Et donc on va faire entrer la nature dans le processus économique, dans le processus de valorisation, dans le processus de calcul, efficacité, coût, etc. Et ainsi, on pourrait arriver à l'équilibre écologique. Alors, c'est par exemple le cas bien connu du marché du carbone. Bon, je ne sais pas si c'est un petit peu technique. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord. Je crois que, et je suis d'accord avec toi, pour qu'il y ait une prise de conscience, ne serait-ce que de la pollution, il faut donner un prix à la pollution. Je le partage complètement. Il faut que les pollueurs paient, en gros. Mais il y a différentes manières de donner un prix. Il y a une manière qui consiste à dire, à évaluer le coût pour la collectivité, et on le sait en plus comme économiste, à déterminer un prix à partir duquel les comportements vont changer. Et donc on se dit maintenant, on doit donner un prix à la tonne de carbone qui est émise dans l'atmosphère. Mais il y a plusieurs voies pour donner ce prix. Dans l'économie verte dominante, la voie pour donner le prix au carbone, c'est la construction d'un marché du carbone. Parce que seul le marché, dans l'idéologie, de cette idéologie-là, seul le marché est capable de déterminer le juste prix. Alors qu'il y a d'autres voies, on peut imaginer une taxe carbone. La taxe carbone revient également à donner un prix à la tonne de carbone, mais le prix est fixé par la puissance publique, qui perçoit la taxe, qui peut après imaginer un système redistributif pour que ne soient pas pénalisés les plus pauvres, etc., etc. Il y a tout un tas de systèmes qu'on peut imaginer, ce qui permet aussi de lever des ressources publiques dont nous avons besoin pour la transition écologique. Dans le cadre de l'économie verte, quand même, ce qui domine ces deux choses, c'est le marché est le meilleur outil pour gérer les équilibres, les grands équilibres écologiques. Marché de la biodiversité, marché du carbone, donnons un prix à la nature. C'est pour ça qu'il y a le livre « La nature n'a pas de prix ». Donnons un prix à tous les services que rend la nature. La nature nous rend des tas de services. C'est une vision purement utilitariste de la nature. La nature est là pour nous. Elle nous rend des services qu'on appelle des services écosystémiques. Et comme dans l'idéologie libérale, tout ce qui est gratuit est gaspillé, donnons un prix aux services écosystémiques et ainsi ils seront un prix et un propriétaire et ainsi ils seront bien gérés. C'est ce qu'on appellera l'idéologie propriétaire, au lieu de considérer au contraire la biodiversité comme des communs
que nous avons à gérer selon des règles communes d'usage, bon, etc., etc. Alors que l'économie verte, c'est la technique et le marché. D'accord. Ce qui revient à la fois à techniciser la nature, on l'a vu tout à l'heure, et en même temps lui donner aussi un prix. Finalement, c'est un petit peu là, quelque part, la même démarche, en fait, hein, de matérialisation ou de chiffrage. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Geneviève, tu as parlé d'effondrement, tu as parlé de choses terribles, de cyborgs, etc. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait notamment par rapport à l'effondrement à venir que tu imagines? C'est-à-dire, quelles sont les voies qui te paraissent les plus, j'allais dire, les plus possibles, les plus raisonnables et les plus humaines? Oui, alors justement, je pense que par rapport à ce que je voulais appeler ce livre, l'âge de la fragilité, en fait. Bon, on ne choisit pas son titre, toujours, peu importe. Mais ce qui me frappe, c'est l'émergence de mouvements sociaux importants partout dans le monde qui, à mon sens, ont complètement intégré cette notion de fragilité, la notion de la limite. Je pense en particulier à tous ces mouvements contre les grands projets inutiles et imposés. C'était des mouvements qui étaient impensables il y a 30 ou 40 ans. Quand il y a eu le Concorde, quand il y a eu le paquebot France qui ont été construits, il n'y a pas eu de mouvements sociaux qui ont dit on ne veut pas de Concorde, on ne veut pas de paquebot France. Au contraire, toute la gauche a applaudi avec les pieds, les mains, etc., pour la puissance de la France qui construisait le paquebot France. Bon, là, on construit un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et là, ça coince. La gauche, elle est pas tout à fait en opposition à Notre-Dame-des-Landes, quand même. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est vrai. Mais parce que la gauche est restée sur des projets d'il y a 40 ans, malheureusement. Hein. Notre-Dame-des-Landes, c'est le projet en même temps que Concorde, que le France, etc. Donc on voit émerger. Je prends le cas des gaz de schiste. Pour moi, ce sont des luttes qui sont symptomatiques de l'âge de la fragilité. C'est-à-dire que, spontanément, alors que nous avons, nous dit-on, une richesse incroyable sous nos pieds, mais les gens disent non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et il y a eu un soulèvement spontané qui pouvait être interprété comme pas devant chez moi, mais je pense que ce n'était pas que ça. Qui a dit nous ne voulons pas de. Et sans être obligatoirement complètement informé de la nocivité de la chose, je crois que l'idée de fracturation hydraulique, ça a été terrible. C'est comme pour les OGM quand on a parlé de gène Terminator. Ça, je trouve qu'on a été très bon dans les mouvements opposants aux OGM, parce que ça a tué Monsanto, ça. Le gène Terminator, puisqu'il s'agit bien de stériliser la reproduction pour la maîtriser. Que nous ayons appelé ça le gène Terminator, ça a été génial. Tu as le même mot dans les gaz de schiste avec ce qu'on appelle l'éclatement de la roche-mère. Voilà, c'est quand même exactement. Un symbole absolument extraordinaire. Et ça, c'est fabuleux. La roche-mère, moi je l'emploie chaque fois que je le peux, parce qu'il s'agit, avec la fracturation hydraulique, d'aller faire exploser ce qu'on appelle la roche-mère. Et dans les représentations, je pense qu'il y a un vieil inconscient collectif qui se dit il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qui, au XVIe siècle, étaient encore impensables, parce qu'on ne pouvait pas aller fouiller dans les entrailles de la mer, justement, dans les entrailles de la terre. Il fallait faire quand même un petit peu attention. Et je crois qu'il y a quelque chose qui ressurgit, qui me paraît aller avec cette ère de la fragilité. Il y a l'acceptation des limites. Et donc on voit surgir partout des luttes, des expériences, des projets qui font de la limite et de la fragilité, non pas une faiblesse, mais au contraire un point d'appui pour libérer l'imagination, pour réinventer, pour retrouver une créativité. Alors que ce qu'on nous dit souvent, c'est que la limite bloque la créativité, mais c'est faux. Au contraire, c'est pouvoir imaginer une vie dans un monde fini, en acceptant un certain nombre de limites, doit décupler les capacités d'imagination. Alors que l'imaginaire de la croissance infinie, c'est quoi? C'est l'imaginaire de la reproduction du même à l'infini. Alors que là, nous sommes obligés de réinventer le monde et notre façon d'habiter le monde.
et réinventer aussi des façons de se protéger à ce qui peut advenir. Et là, on arrive sur, et je voudrais terminer là-dessus, sur un terme que j'aimerais bien que tu expliques un petit peu plus, qui est celui de résilience, face justement à ces menaces. Est-ce que c'est une façon de se protéger? Est-ce que c'est un mode de vie? Est-ce que c'est... voilà, quel est ton point de vue sur ce mot qui est de plus en plus employé maintenant? Oui. Bon, il est de plus en plus employé, il a plusieurs sens. Moi, je l'entends comme construire une société résiliente, c'est construire une société qui est capable de décider de son destin, qui a gardé une certaine autonomie, en particulier par rapport à la technique. Pour moi, c'est le premier point véritablement de la résilience, c'est la capacité d'autonomie des humains et des sociétés, et qui est capable de faire, comment dire, d'affronter des chocs, qui est capable de résister à des chocs. Et c'est pourquoi je crois que nos sociétés ne sont plus du tout résilientes, ne serait-ce que parce qu'elles ont développé une individualisation des vies qui va à l'encontre de la résilience, parce que nous ne pourrons pas résister à des chocs extrêmement forts du type changement climatique, etc., dans des sociétés purement individualistes. Nous devons réapprendre de vivre ensemble, la solidarité, etc., parce que ça, c'est une condition de la résilience. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, cette résilience, c'est à la fois résister, s'adapter et résister aux chocs à venir, mais en même temps, quand on construit une société résiliente, là je me sens très proche de Gandhi en fait, c'est que il n'y a pas que la fin, elle est inclue dans les moyens. Quand je construis une société résiliente, quand je me donne les moyens d'une société résiliente, je construis aussi un certain monde qui, pour moi, est le monde de la fragilité. Et juste, je voudrais dire une chose, c'est que dans ces nouveaux mouvements aussi, on voit réapparaître des notions que nous avions oubliées, la notion de désobéissance. Et je crois qu'il est urgent de désobéir pour construire des sociétés résilientes, parce que tout va en sens contraire de la société résiliente. Donc nous avons à faire dissidence, à désobéir de manière radicale, je crois parfois, et non violente. Et je suis très heureuse de voir que beaucoup de mouvements aujourd'hui se posent la question de la non-violence. Et parce que la violence relève de la toute-puissance aussi. Et je pense que cette conscience de la fragilité, de ces trois fragilités dont j'ai parlé, est un terrain propice à repenser la non-violence, une non-violence active, pas du tout passive, une non-violence radicale, mais une désobéissance non violente par rapport à un monde qui détruit toute possibilité de résilience. Nous avons besoin, je ne sais pas si nous pourrons éviter certaines catastrophes, je n'en suis pas certaine, et donc nous avons aujourd'hui la nécessité de construire ces sociétés résilientes. Et je dois dire que ça peut être assez joyeux de retrouver un sens justement à l'humain que nous avons perdu très largement. Et à partir de là, je crois que c'est, même si nous sommes souvent dans des cercles qui nous paraissent toujours un petit peu les mêmes, je crois que nous avons les moyens aujourd'hui d'étendre considérablement les cercles. Oui. Donc, pour reprendre aussi, puisqu'on a invité Christiane Hessel il y a 2 jours, le mot de Stéphane, résister, c'est créer, créer, c'est résister, mais en même temps aussi le faire en pensant que l'arbre est dans la graine. Et là, effectivement, on est gandhien, et sur la fin de sa vie, Stéphane Hessel était d'ailleurs de plus en plus gandhien et a participé à un livre sur la non-violence. Alors, merci, je pense que vous pouvez applaudir Alors moi j'ai présenté Geneviève comme économiste, mais en fait tu es philosophe, quelque part aussi Geneviève. Est-ce que vous avez quelques questions à poser? Simplement, je pense que je voudrais revenir sur le mot santé. Je crois
qu'il faut faire, enfin, à mon avis, attention, pas confondre santé et technique médicale. Il ne faut surtout pas mettre les choses en même temps. Je pense que le maire d'un village, par exemple le maire de Metz, est aussi responsable de la santé que le médecin de famille du pays. Et on est tous, je crois, quoi qu'on fasse, parce que c'est quelque chose que j'essaye d'être à vos côtés tout de suite, et je le suis vraiment, mais, et donc je pense, je suis persuadé que notre objectif, c'est la santé de la vie, quoi qu'on fasse professionnellement et tout ça. Et donc le plombier s'occupe de la santé, mais pas que le médecin. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un ministère de la santé qui soit, comment dire, la confluence de toutes les énergies. Parce que la santé, ça n'est pas qu'une technique médicale. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on en sorte. Parce que justement, quand on parle santé, on parle technique médicale, et je pense qu'il faut sortir de ça pour essayer de monter un nouveau monde. Après, si vous voulez, je pense qu'il y a quelque chose qui me paraît important, c'est qu'on a un tas de gens, là on raisonne en tant qu'occidentaux, mais il y a la moitié de la population de la planète qui raisonne autrement. Et ces gens ont les solutions, et on n'essaye pas de les trouver, mais eux les ont. La sobriété par rapport à la nature, et qu'on n'essaye pas de faire de la recherche en permanence. Je crois qu'on peut, aller voir ces gens, justement les échanges, et avec eux, peut-être qu'on pourra plus fonctionner en termes de pourquoi qu'en termes de comment. Important. Et j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. C'est que vous êtes enseignante, je crois, et je pense que le maillon essentiel, ça sera l'éducation dans notre monde. Et ce qui me plairait, si vous avez 5 minutes de plus, ou 2 minutes, comme vous voulez, c'est que vous puissiez nous dire quels ingrédients il faudrait mettre dans notre système éducatif pour arriver à votre dessein. Je vous remercie. Là, c'est peut-être pas 2 minutes. Mais maintenant que tu es à la retraite tu peux tout dire sur l'éducation, formidable. Moi, j'ai été une enseignante très privilégiée. Je n'avais que des cours que j'aimais. Et en particulier, j'avais un cours qui s'appelait Écologie et Société, où je racontais à peu près la même chose en développé qu'ici. Et c'est ça qui me fait dire quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation nationale. Ce cours a été chaque année extraordinaire. Pas seulement pour les étudiants, pour moi. Ce que j'ai pu recevoir aussi de la part des étudiants. Donc, quand on présente aussi toutes ces générations de jeunes comme un peu paumés, bon, je crois que par le biais de l'éducation, c'est absolument immense. Bon, simplement, c'est vrai que je sortais, j'avais la chance d'appartenir à un département d'économie que je dirais complètement hétérodoxe. Bon, nous avons beaucoup travaillé sur l'économie solidaire, par exemple, bon, sur toutes ces questions d'écologie. Et donc, j'avais une très grande latitude par rapport à des programmes, par rapport à l'expérimentation possible. Je suis convaincue, moi, vraiment convaincue de la force, de la force de l'éducation quand on laisse aussi les enseignants ou les chercheurs développer un certain nombre de choses. Je crois que c'est un levier immense. Bon, je crois que c'est trop long, mais je crois que par rapport aux enfants, en tout cas, s'il y a quelque chose par rapport à la prise de conscience de la nature, ça, dès l'école primaire, dès l'école maternelle, et c'est pas du développement durable, parce qu'on a bourré les manuels scolaires de développement durable, de toute la nouvelle religion du développement durable, de la croissance durable. Non, mais c'est véritablement de l'expérience de la nature, et ça, pour les enfants, je pense que c'est absolument nécessaire. Je ne sais pas comment ça peut se mettre en place. C'est pas du développement durable, mais c'est... L'expérience de l'extériorisation, de l'extériorité de la nature. Une autre question ? Je fais un lien très fort entre ce que tu dis par rapport à la toute-puissance ou l'illusion de la toute-puissance de l'être humain avec l'illusion de laisser l'enfant dans la toute-puissance. Et je suis psychologue et dans mon métier, je n'arrête pas de dire aux parents qu'il faut donner des limites aux enfants, ne pas les laisser dans la toute-puissance parce que c'est structurant et que ça crée l'imaginaire que tu dis et que ça développe la créativité. Alors là, je suis complètement d'accord. Et que de laisser l'enfant dans la toute-puissance, c'est vraiment le leurrer et empêcher qu'il se structure. Ça ne le rassure pas, au contraire, ça crée beaucoup d'angoisse. Et donc voilà, je tenais à... Alors vraiment, le parallèle entre ce que tu dis et l'éducation me paraît être là tout à fait pertinent.
Une autre question? Avant que tu veuilles compléter, mais voilà. Monsieur? Oui, c'est ça. merci. La force de votre propos vient partiellement, bien entendu, de votre optimisme. Après une analyse bien à froid, mais on va finir avec de l'optimisme. Il y a une autre partie de force, c'est dans le fait que vous soulevez beaucoup de paradoxes. C'est que des paradoxes comme ça soulignés qui vont nous faire avancer et réfléchir. Je voudrais vous en soumettre un. J'ai le souvenir, dans les années 70 ou 80, qu'on était quelques-uns à tirer la sonnette d'alarme sur l'ensablement du mont Saint-Michel. Je suis très très pragmatique là. Et les effets néfastes sur le reste de la côte, etc. Et on n'arrêtait pas de dire, on ne peut pas intervenir impunément comme ça sur la nature. Et je constate maintenant qu'on a revu les choses et on a créé une digue qui laisse passer l'eau, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais en même temps, on constate que dans notre société, et même dans notre loi maintenant, on a inventé le système de restitution ou de réparation des dégâts à la nature, qui me semble complètement contraire à ce que je viens de dire, et qui signe qui donne l'idée quand même que la société est partie perdue, pour moi perdue irrémédiablement. Est-ce que vous pouvez juste commenter ce titre? Ça tient à ce que j'appelle l'économie de la nature, l'économie verte. Hein. Bon, l'exemple du Mont Saint-Michel est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a en amont, hein, on a fait un certain nombre de travaux qui doivent limiter l'ensablement du Mont Saint-Michel. Aujourd'hui, par rapport aux pollutions, c'est pas ainsi que, par rapport aux pollutions ou aux destructions, c'est pas tout à fait ainsi qu'on procède. Alors c'est un grand débat entre certains ici. L'économie a inventé quelque chose d'important qui s'appelle la compensation. C'est-à-dire, c'est l'idée, et on le retrouve dans le marché du carbone, c'est l'idée qu'une destruction à un endroit peut être compensée par une recréation à un autre endroit, selon le principe de l'équivalence monétaire, du grand équivalent qui est la monnaie. C'est le principe de la compensation. Ça, c'est typiquement la logique économique. Qui, par exemple, pour le carbone, bon, je vais laisser la biodiversité, pour la tonne de carbone, ça laisse penser qu'une tonne de carbone qui est émise dans un pays du Sud par des paysans qui l'utilisent, hein, c'est la même chose que la tonne de carbone qui est émise par celui qui a un écran, qui utilise chez lui un écran plat ou qui utilise un 4x4. C'est la même tonne de carbone puisque c'est le même équivalent monétaire. Et ça, je pense que ça nous prive véritablement de toute une réflexion et de l'action. Donc, ce que vous dites, hein, ça a un nom qui s'appelle la compensation. Ça veut dire qu'on fait entrer les pollutions, les destructions dans le jeu économique. Le jeu économique, c'est un jeu d'équivalence monétaire. Et donc, je postule qu'une destruction quelque part peut être compensée peut être compensée. Et en particulier pour la biodiversité. C'est tout le phénomène de la compensation biodiversité qu'il y a aujourd'hui sur tous les grands projets de Notre-Dame-des-Landes, de Sivens, etc., puisqu'il y a une loi qui oblige les entreprises à compenser. Ceci en soi, moi je ne suis pas contre la compensation en soi, mais la compensation est devenue aujourd'hui une activité quasiment autonomisée. Puisque il y a des projets d'hôpitaux, d'universités, de routes même, qu'on peut estimer absolument nécessaires. On ne va pas vivre dans une nature musée, évidemment, nous habitons la nature, nous la transformons. Donc on peut estimer nécessaire de construire tel édifice, et on sait très bien qu'il va y avoir de la biodiversité qui va disparaître. Et donc on se pose la question de la compensation, c'est tout à fait logique. Mais ce qu'on appelle compensation, c'est pas ça. Ce n'est plus ça. La compensation arrivait auparavant comme dernière étape de choix par rapport à des constructions, etc. Aujourd'hui, la compensation est devenue une activité économique dans laquelle investissent des fonds financiers, il y a des banques de compensation, etc. Est devenue véritablement une activité financière en soi. C'est ça que je conteste totalement. Alors, encore
encore une ou deux autres questions avant qu'on libère Geneviève, Hassan et vous-même. Oui, Oui. Bonjour Geneviève. Tu as beaucoup insisté sur le fait que nos sociétés se sont construites autour du temps contre la nature. Donc se pose maintenant la question comment réinventer, comment modifier nos sociétés pour qu'elles se reconstruisent avec la nature. Et moi, ce qui me pose souci, je pense régulièrement, c'est qu'on a des sociétés qui sont de plus en plus urbaines. Donc ce lien avec la nature, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, eh bien, ce lien avec la nature, il se distend. Même si il existe des tentations de recréer du lien via des activités de loisirs, des activités éducatives. Mais il y a quand même ce courant puissant qui montre que la population mondiale va vers l'urbanité. Donc comment vois-tu cet écueil? Est-ce que c'est irrémédiable ou alors il faut s'atteler à cette tâche assez massive qui est face à nous? Et je rajouterais peut-être à la question aussi la question de l'urgence. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut trouver des solutions, mais il faut trouver maintenant des solutions qui répondent à une urgence. On n'a plus 50 ans pour réaméliorer les choses. Bon, je suis d'accord sur le problème de l'urbanisation massive, y compris dans les pays du Sud. Mais le rapport à la nature n'est pas obligatoirement meilleur dans nos campagnes des pays du Nord. L'agriculture productiviste a complètement détruit le rapport à la nature, y compris de certains paysans. Agriculteurs qui ont perdu justement ce rapport à la nature, le rapport aux saisons, le rapport qui a été complètement technicisé, remplacé par des objets techniques. Donc, comment dire, le fait, je ne défends pas l'urbanisation, mais je pense qu'on peut vivre dans un milieu urbanisé et donc artificialisé. Mais la campagne est très artificialisée. Les sols sont complètement artificialisés. La moitié sont morts de ces sols en France. La petite couche qui permet la reproduction de la vie, ils sont quand même très menacés, les sols. Donc, tout ça est artificialisé. Quand je parle de reconstruire un lien avec la nature, ça peut être aussi dans un milieu urbain. C'est le respect des saisons, par exemple. Apprendre aux enfants la notion de saison. Ça n'existe plus quasiment. Puisque même la façon de se nourrir n'est pas modifiée. Aujourd'hui, on peut se nourrir de la même manière quasiment à toutes les saisons. Donc réapprendre le temps de la nature, le temps des saisons, la part naturelle de la condition humaine, qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Bon, je pense que ça ne fait pas, ce n'est pas parce qu'on vit à la campagne qu'obligatoirement on a un rapport à la nature qui est un rapport de complicité et de vivre avec. On peut très bien aussi vivre contre si on vit à la campagne. Et après, le problème de l'urbanisation pose d'autres questions. C'est tout le problème de la population mondiale aussi. La croissance de la population mondiale urbanisée. Et après, on peut réimaginer, il y en a beaucoup de choses, de l'agriculture urbaine, de la reconquête de certains espaces urbains pour de l'agriculture. Ce sont des choses qui aujourd'hui s'expérimentent. Il y a beaucoup d'inventivité là-dessus. La reconversion de certaines zones. Inventif, mais je reprends un petit peu ma question aussi sur l'urgence. C'est-à-dire que si on se dit on a 20 ou 30 ans pour réinventer, ça ne marche plus actuellement. Ça ne marche plus. Enfin, je pense qu'on va discuter un peu. On est de plus en plus face à une problématique d'urgence. Et moi, mon sentiment et ma peur, c'est que de l'urgence, on passe à la panique. C'est-à-dire en disant maintenant comment on va faire, ou alors fichu pour fichu, allons-y gaiement, bouffons nos dernières cartouches. Quelle est ton opinion par rapport à ça, sur cette problématique d'urgence, évidemment très, très difficile, aussi et qui va, je l'espère en tout cas, être très présente dans la conférence de Paris sur le climat. En tout cas, ce sera présent dans le off
de la conférence sur le climat, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment présent dans le in. On verra, hein, mais je crois que dans le off, c'est sûr. Bon, pour ce qui est de l'urgence, bon, je crois que là, tous les rapports scientifiques aujourd'hui s'accumulent pour nous dire que les 10 prochaines années sont des années absolument centrales pour lesquelles tout ce qui n'aura pas été fait va poser d'immenses problèmes par la suite. Nous le savons, il y a l'urgence. Bon. Après, face à cela, je pense qu'il faut qu'on change le regard que nous avons sur nos propres pratiques et sur nos propres luttes et nos propres expériences. Souvent, nous nous disons, et je me bagarre contre ça aussi, parce que nous sommes encore prisonniers de la toute-puissance, nous disons, ce qu'on fait finalement, c'est tout petit, ça ne sert à rien, face au Moloch que nous avons en face, c'est vrai que ça peut paraître absolument ridicule et tout, je ne le pense pas. Je crois qu'il faut que nous intensifions toutes nos résistances, toutes nos expériences, même les plus microscopiques possibles, parce que c'est à partir de là que nous pourrons peut-être réagir par rapport à des situations d'urgence et ne pas sombrer dans la panique. Ce qui nous menace, c'est effectivement des situations de panique qui mettent en place des pouvoirs forts, hein, et la perte totale de la démocratie. Je crois que tout ce que nous faisons, soyons plus bienveillants par rapport à nous-mêmes. Et soyons conscients que c'est fragile, mais il faut aussi une bienveillance par rapport à ce que nous faisons, au lieu de toujours nous mesurer à ces puissances destructrices. Soyons bienveillants, il y a des millions d'expériences partout dans le monde aujourd'hui. Elles ne sont pas suffisantes pour faire basculer. On le voit bien. Ça continue de plus belle. Moi, je reprends quelque chose d'Hannah Arendt. Elle disait dans les années 50, elle disait, nous sommes dans un entre-deux, Gramsci l'a dit aussi, entre un monde qui est en train de s'effondrer et des mondes qui s'inventent. Je crois que nous sommes dans ces mondes qui s'inventent. Ils sont fragiles, ils ne sont pas toujours glorieux, etc., etc. Mais c'est en tout cas la seule chose que je connais pour que nous semions les graines qui, dans les moments où nous allons en avoir besoin, ça j'en suis convaincu, nous allons en avoir besoin. Eh bien, toutes ces expériences-là seront là. Alors que si nous continuons à aller dans le sens du courant, là c'est sûr que si nous allons dans le sens du courant, c'est la panique que nous avons au bout. Alors que là, je pense que nous sommes en train de créer. Parce qu'il y a quand même des choses, des expériences qui ont quitté le niveau microscopique. Et alors là, je vous suis, pas seulement dans nos pays, nous ne sommes pas obligatoirement les plus avancés dans les systèmes alternatifs. Je pense par exemple à l'Inde, il y a des expériences, mais sur vraiment qui concernent des milliers de personnes. Ceci dit, je rectifie un peu, aux États-Unis aussi, il y a des expériences de consommateurs, etc., qui concernent quand même des centaines de milliers de personnes aujourd'hui. Donc, soyons bienveillants par rapport à ce que nous faisons. Certes, nous n'avons pas la force de frappe aujourd'hui pour le grand basculement que nous voudrions, mais peut-être que le basculement ne se fera pas comme nous l'imaginons. Il y a de l'imprévu aussi dans l'histoire, on ne rationalise pas tout dans l'histoire. Ceux qui ont voulu rationaliser, on a vu ce que ça a donné. Donc, soyons modestes de ce point de vue-là, et que sachons que peut-être bien que aussi, ces petites expériences que nous faisons, c'est comme le battement de l'aile de papillon qui peut provoquer un ouragan ailleurs, et bien peut-être que nos petits battements d'ailes que nous avons partout, et bien à des moments, ça peut se cristalliser et faire système, dans des moments de crise grave. Et ça, nous ne les éviterons pas. Regardons ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. Nous n'éviterons pas des moments de crise grave. Peut-être ne faut-il pas le dire, je pense qu'il faut le dire. Et c'est pas dramatique. Nous ne sommes plus des enfants. Nous avons conscience des limites. Nous ne sommes pas non plus des adolescents attardés. Et nous savons que nous pouvons être créatifs et inventifs, et pour autant, on ne va pas se raconter des berceuses. Le monde est sur une poudrière aujourd'hui, à tout point de vue. Démocratique, géopolitique, etc. Nous sommes sur une poudrière. Et plus on aura construit de la résilience, plus nous pouvons espérer que de cette poudrière pourraient sortir des mondes meilleurs. Merci Geneviève. Bravo.